20h. Nous développerons dans ce journal les gros efforts déployés par le gouvernement pour que le cheptel malien se porte bien. Les autorités s'y attellent à travers, par exemple, la campagne de vaccination. En 2024, plus de 41 millions d'animaux ont été vaccinés, soit un taux de plus de 53% de ce qui était prévu. Les acteurs de l'élevage sont en conclave afin d'optimiser les acquis et planifier la campagne à venir. L'actualité, vous la ressentez chez vous au quotidien depuis quelques jours. C'est la détérioration et la distribution irrégulière de notre eau de robinet. Beaucoup de questionnements de la part des populations que vous êtes. Nous sommes allés chercher à comprendre. Réponse ce soir dans le reportage de Benoît Fofana dans un instant. Toujours plus à l'écoute des populations maliennes, les FAMA demeurent engagées auprès des Maliens afin de les rassurer sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui explique d'ailleurs cette visite à Kidal du général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké, le commandant du PSIAT en 8e région. Le récit complet de sa tournée nous sera livré par Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar. Bonsoir tout le monde, heureuse de vous retrouver. Nous vous informons que la cour d'assises de Bamako a rendu ce jour son verdict dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et de matériel militaire. À l'issue des délibérations, Madame Bouaré Fili Sissoko, ancien ministre de l'économie et des finances, a été condamnée à 10 ans de prison ferme ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 000 francs CFA. Le colonel-major Nouhoum Dabitao, pour sa part, écope d'une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une amende de 300 000 francs CFA. En revanche, le général Mustapha Drabo et M. Mamadou Kamara ont été acquittés des charges retenues contre eux. Par ailleurs, les 5 personnalités également mises en cause dans cette affaire, mais faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, ont été jugés par contumace. Nous y reviendrons donc en détail dans nos prochaines éditions avec Garibou Pérou et Adama Kamara. Le cheptel malien se porte bien. Les autorités s'y attellent à travers, par exemple, la campagne de vaccination. En 2024, plus de 41 millions d'animaux ont été vaccinés, soit un taux de plus de 53% de ce qui était prévu. Cette information a été donnée lors de l'atelier bilan 2024 et programme 2025 de la campagne de vaccination du cheptel malien. Les acteurs de l'élevage sont donc en conclave afin d'optimiser les acquis et planifier la campagne à venir. Daouda Kouni. Sur une prévision de 76 860 210 000 têtes, toutes espèces confondues à vacciner en 2024, les agents vaccinateurs de la Direction nationale des services vétérinaires ont vacciné 41 068 999 têtes, soit 53,43%. Ce résultat a été atteint malgré la persistance de l'insécurité et l'insuffisance du personnel. Ce bilan vient d'être communiqué au cours de l'atelier bilan et programme de la campagne de vaccination du cheptel. Qui parle de vaccination parle de mobilité du personnel. Et cette mobilité est entravée par endroits par l'insécurité et résiduelle, il faut le reconnaître. Ce qui peut un peu entamer les résultats de notre campagne. Nous n'avons pas un maillage total du territoire. C'est ça qui explique la non-atteinte à hauteur du souhait, notamment à 80%, 90% que nous aurons voulu. Le Mali est engagé sur le plan mondial et sous-régional dans le processus d'éradication de la peste des petits ruminants, du contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine 2025 à l'horizon 2030, du contrôle du médicament vétérinaire et de la formation du personnel. Pour l'atteinte de ces objectifs, il est prévu de vacciner plus de 77 millions de têtes d'animaux contre les maladies animales. Dans le cadre du plan national stratégique de l'éradication de la peste des petits ruminants, les efforts restent à fournir car le taux de couverture par rapport à l'effectif national reste faible, 14,32%. Et aussi le taux de marquage des petits ruminants par rapport aux effectifs vaccinés est de 32,7%. C'est pour cela que je voudrais donner le message du ministre de l'Élevage et de la Pêche qui invite les services vétérinaires à plus de sensibilisation des éleveurs pour relever les taux de vaccination et le marquage des animaux. 4 jours durant,
Les directeurs régionaux des services vétérinaires présenteront les points critiques, les résultats de la campagne de vaccination 2024-2025. Tout ceci contribueront à l'élaboration du plan national stratégique PNS. Ce plan permettra de gérer la prochaine campagne de vaccination du cheptel malien. Je le disais tantôt, les FAMA, toujours plus à l'écoute des populations maliennes, elles demeurent engagées auprès des Maliens afin de leur assurer sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui explique cette visite à Kidal du général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké, le commandant du PCIAT en 8e région, le reportage de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka et toute l'équipe de notre station régionale de Kidal. Le général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké, commandant du PCAT Est, est à Kidal pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion de passer aujourd'hui à Kidal. Depuis que j'ai pris le commandement la deuxième fois, la première fois c'est pour accompagner les ministres, mais personnellement j'ai tenu à passer autant que faire se peut, régulièrement voir mes éléments pour échanger avec eux, partager la situation des opérations et entre-temps me retirer avec quelques directives que je vais leur confier. Cette démarche de la hiérarchie vise aussi à rassurer les populations de la 8e région dans le cadre de la réussite des opérations de FAMA qui multiplient les efforts pour anéantir les groupes armés terroristes dans cette zone. Je pense que le moral est au top. Les tous se reconstituent et nous sommes davantage maintenant plus prêts et à travailler et faire des succès. Un appel à cette population vaillante d'encore resserrer les rangs autour des FAMA pour une franche collaboration et afin que la liberté de mouvement, la liberté de mouvement des biens et des personnes soit tout le temps assurée dans ce secteur. C'est vrai, dans nos actions, nous avons, sur base de renseignements, accompli beaucoup de tâches. Et nous attendons encore, puisque c'est eux qui sont les plus souvent isolés dans les confins de Kidal, autre chose. Alors, s'il y a une information nous parvient à temps, je pense que les dispositions seront rapidement prises pour traiter le problème et écarter le mal. Avec ces éléments pleins de morale, avec plein d'énergie, je pense que la mission, nous comptons sur un très bon résultat dans les jours à venir. Notez que le général de brigade Mamadou Massaoulé Samaké a eu des échanges fructueux d'abord avec le commandement, ensuite avec la troupe qui présente un moral d'acier. Liberté de mouvement assurée pour les populations à travers le pays. La santé aussi assurée. Les CESCOM de Gossi et de Hamzakoma dotés de matériel et équipements médicaux. Un geste du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Un projet logé au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. La suite est racontée par Najim Babasissé et Maouloud Tandina. Dans le souci d'améliorer les plateaux techniques des centres de santé communautaires dans la région de Tombouctou, le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel dote les CESCOM de Gossi et de Hamzakoma en matériel et équipements médicaux composés d'appareils d'échographie, spectromètres, aspirateurs électriques, extracteurs d'oxygène, des tables d'accouchement, entre autres. Pour certaines situations d'urgence, la commune est obligée de les évacuer sur Gao. Donc avec ces équipements, vraiment, nous pouvons que remercier les projets pour cette donation parce que ça permet d'améliorer les conditions sanitaires de la commune et aussi aujourd'hui la population a des soins sur place. Qu'une fois de plus, on ne peut que remercier le projet PCRSS à cette donation et que vraiment il continue dans cette lancée parce qu'aujourd'hui, pas seulement la commune de Gossi, c'est toutes les communes du Nord ont vraiment ce besoin. Tout en remerciant les hautes autorités pour leurs efforts, le Conseil aux affaires économiques et financières du gouverneur Malik Guindo exhorte les bénéficiaires à un bon usage de ces matériels et équipements acquis sur budget d'État. C'est pour vraiment permettre à relever le niveau du plateau technique pour le bonheur vraiment de nos communautés. Donc c'est sur le financement de l'État malien que nous demandons aux bénéficiaires vraiment d'en prendre soin. La valeur aussi de ces matériels est estimée à 13 080 000 francs CFA. Donc nous lançons un appel aux CESCOM, aux ASACO, vraiment de prendre bon soin alors maintenant de ces matériels et équipements. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel relève du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale.
Une ambulance toute neuve pour le CCRF de Douanzan, une remise que les bénéficiaires qualifient volontiers de généreuse car elle va permettre l'évacuation rapide et sécurisée des patients vers les établissements de soins, notamment en cas d'urgence médicale. Le commentaire de Boubacar Sankari. Une remise symbolique mais combien importante pour le centre de santé de référence de Douanzan. En effet, le CCRF, qui ne disposait qu'une seule ambulance en mauvais état, vient de bénéficier d'une nouvelle ambulance. Le geste est du gouvernement du Mali à travers le ministère de la Santé et du Développement social. C'est le lieu pour nous de remercier Madame la ministre de la Santé et aussi de remercier le général d'armée Assimi Goïta pour avoir octroyé une ambulance toute neuve à la région de Douanzan. Une ambulance qui va servir à transporter nos malades vers les hôpitaux de Mopti ou de Bamako. Donc ça va beaucoup soulager la population. Cette dotation vient à point nommé dans la mesure où nous sommes dans une zone d'insécurité. À cet effet, nous remercions vraiment les autorités de la transition à travers Madame le ministre vraiment de la Santé et du Développement social pour ce dont l'importance n'est plus à démontrer. Du reste, je demande au médecin-chef de faire bon usage. Ce véhicule médicalisé viendra soulager les souffrances des populations et contribuera à réduire la mortalité maternelle et néonatale. Et sur un tout autre sujet, 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet de 4e communication nationale sur les changements climatiques. Les échanges portent sur l'élaboration d'une politique et d'une stratégie en matière de changement climatique assortie d'un plan d'action pour le climat. Le projet a bénéficié de l'appui du Fonds pour l'environnement mondial sur une période de 3 ans, nous précise Inaba. Cette 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet va permettre aux membres d'examiner et valider l'état d'exécution des activités et du budget de l'année 2024. Ils devront également approuver le plan de travail annuel 2025 et son budget afin de formuler des recommandations pour une mise en œuvre efficace du projet. Le Mali, en tant qu'État partie, a obligation de présenter une communication afin d'obtenir son soutien financier. La soumission au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du rapport final de la 4e communication nationale sur les changements climatiques du Mali est prévue courant 2025. Pour le respect des engagements internationaux du pays, inviter le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à prendre toutes les mesures idoines pour la mise à disposition à temps des ressources financières en vue de l'atteinte des objectifs du projet et in fine permettre au Mali d'honorer ses engagements internationaux. C'est pourquoi le ministère en charge de l'environnement, à travers l'Agence de l'environnement et du développement durable, a initié la 4e communication nationale avec l'appui du PNUD. Notre pays bénéficie ainsi du Fonds pour l'environnement avec un montant de $500,000 américains pour une période de 3 ans. Pour le projet 4e communication, nous avons des activités par rapport à l'identification des lacunes, à la réalisation de l'étude sur la modélisation. Nous avons aussi la compilation, la traduction du document de la 4e communication dans les langues internationales comme l'anglais pour le soumettre à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Auparavant, le Mali avait élaboré 3 communications nationales sur le changement climatique en 2000, 2012 et 2017 grâce au soutien financier international. L'ONG Mercy Corps veut renforcer la résilience des acteurs du domaine face aux effets des changements climatiques. Elle a organisé un forum de partage de connaissances et de bonnes pratiques en matière de lutte contre les effets des changements climatiques durant 3 jours. Elle veut aussi, à travers ce forum, atteindre les communautés de base pour une prise en compte globale des pratiques. Je vous propose de suivre Ba Traoré dans ce reportage. C'est pour contribuer à apporter une réponse aux effets des changements climatiques que le JAS, Programme Justice et Stabilité au Sahel, a été lancé en 2021. Il s'appuie sur 3 volets essentiels: la gouvernance foncière, la résilience communautaire et la cohésion sociale. Nous accompagnons les communautés à adopter des techniques et des pratiques pour récupérer les sols qui s'appauvrissent, mais aussi pour être en mesure d'utiliser des techniques culturelles sensibles au conflit, au climat aussi, et donc pour améliorer leur rendement en utilisant le moins de ressources possible. Ce forum ne se limite pas
à l'exposition des réalisations de Dias ou de ses partenaires. Il est pensé comme un acte de dialogue et d'ouverture, un espace de rencontre entre institutions, acteurs de la résilience et de la paix, communautés et chercheurs dédiés à la recherche des réponses concrètes à nos défis communs. Le partenaire financier du programme JAS apprécie les résultats et se montre toujours disponible à accompagner les acteurs. Le Royaume-Uni croit profondément à l'importance du leadership local, de l'inclusion et de l'approche fondée sur les preuves pour faire avancer la justice climatique et renforcer la résilience des communautés. Le programme Justice et Stabilité au Sahel répond à la vision du département en charge de l'environnement, dont le représentant rassure de son soutien. Je réaffirme l'engagement de mon département à soutenir toutes les initiatives qui renforcent la résilience locale, consolident la paix et promeuvent une justice environnementale effective. Faisons de ce forum un espace d'intelligence collective, de co-construction des solutions et de réaffirmation de notre ambition commune, celle de bâtir un Sahel plus stable, plus vert et plus solidaire. Le programme Justice et Stabilité au Sahel, qui couvre les régions de Koulikoro, Ségou, San et Koutiala, met l'accent sur l'approche intégrée en favorisant le dialogue communautaire et la valorisation des savoirs locaux. Et on en vient également à ce sujet relatif à la sécurité climatique et à la restauration d'une paix durable au Mali, une co-organisation du ministère des Maliens établi à l'extérieur et celui de l'environnement à travers un atelier axé sur la sécurité climatique, mobilité humaine et paix au Mali, enjeux, défis et perspectives. Reportage Youssouf Diakité, Adama Traoré. Cet atelier conjointement organisé par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, le programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation internationale pour les migrations, traite de la trilogie migration, sécurité climatique et paix. Il s'agit pour les experts d'engager la réflexion afin de concilier les différentes entités et d'apporter des solutions globales en faveur de la population bénéficiaire. Des phénomènes climatiques extrêmes, notamment inondations, sécheresse, érosion de terres agricoles, raréfaction des ressources naturelles. Ces bouleversements compromettent les moyens de subsistance de ménages, en particulier dans les zones rurales, et engendrent malheureusement des migrations forcées. Il s'agit d'engager surtout la réflexion sur la mobilité humaine provoquée par les perturbations climatiques. Le nombre de déplacés internes a dépassé les 378 000 personnes. Pas moins de 450 personnes, principalement les femmes et les enfants, ont été affectés par les inondations de grande ampleur sur l'intégralité de tout le territoire national, poussant ainsi le gouvernement à déclarer l'état de catastrophe nationale. Des milliers de personnes ont été contraintes de se déplacer et ont perdu leurs maisons et leurs biens de subsistance. Le développement de cette thématique est financièrement soutenu par l'ambassade de Belgique au Mali. La coopération belge avec l'agence belge de développement ENABEL a lancé en 2023 un programme régional climat au Sahel doté de 50 millions d'euros, dont 11,5 millions pour le Mali. Et par ailleurs, dans le cadre de l'appui multilatéral, la Belgique finance le projet mis en œuvre par le PNUD dans la région de Koulikoro à hauteur de 4 millions d'euros, ainsi que le projet Tahama dans les régions de Kai et Sikasso. L'atelier est coprésidé par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine directement concernés par les phénomènes migratoires et de sécurité climatique. Notre pays a inscrit la lutte contre les vulnérabilités climatiques et leurs impacts sécuritaires parmi les priorités stratégiques de l'action publique. Ce choix fort s'est traduit par une volonté politique assumée de renforcer la résilience des communautés, de promouvoir une gouvernance environnementale responsable et de prévenir les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Un rapport de la Banque mondiale publié en 2021 estime que d'ici 2050,
près de 216 millions de personnes pourraient être contraintes de migrer à cause des effets du climat. Cette perspective nous interpelle et appelle à une action concentrée et urgente. À l'issue de l'atelier, les participants vont formuler des recommandations pour une gestion efficace de la sécurité climatique, de la mobilité humaine et de la paix, gage d'un développement harmonieux. Et nous arrivons à l'une des belles histoires de ce journal. SOS Village d'Enfants Mali, en partenariat avec la société DHL, vient de lancer le plan d'action du projet GoTish. Objectif, contribuer au renforcement des compétences des centaines de jeunes afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. À travers GoTish, les initiateurs entendent œuvrer pour l'employabilité des jeunes dans notre pays. Je vous en dis pas plus, suivons Inaba. GoTish est un programme de responsabilité sociale initié et mis en œuvre par le groupe DHL International en vue d'accroître l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes de plus de 15 ans. Cela à travers différents modules de formation et de financement de projets jeunes dans plus de 60 pays dont le Mali. Pour sa 8e année de financement dans notre pays, c'est SOS Village d'enfants qui bénéficie de ce programme. Le but est de contribuer au renforcement des compétences des centaines de jeunes afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Ce partenariat s'inscrit dans la ligne d'orientation de SOS, dans sa stratégie 2030. Et c'est sur la base de ces résultats que nous avons projeté dans la nouvelle stratégie que nous sommes en train d'élaborer actuellement, qui va courir de 2026 à 2030. Nous voyons l'impact direct, mais également l'apprentissage qui est à l'intérieur de ça. Autant de pays avec autant de... Le programme MLI 021 Développement rural et sécurité alimentaire a aussi atteint des résultats probants dans les régions de Sikasso, Ségou et les districts de Bamako selon les bénéficiaires. Environ près de 900 jeunes qu'on a financés, on a fait leur plan d'affaires et on a mis quand même des fonds pour que ces jeunes-là puissent s'insérer dans le tissu économique. Et vraiment c'est très important et ça permet vraiment de diminuer beaucoup le taux de chômage de la région de Sikasso. Le conseil que je donne aux jeunes bénéficiaires est qu'on ne doit pas toujours compter sur les financements. On doit essayer de réfléchir, de monter des projets, de faire des plans d'action vraiment bancables qui puissent leur permettre de développer leur activité. La représentante et résidente de LuxDev au Mali entend tout mettre en œuvre auprès du Grand-Duché de Luxembourg pour le financement d'autres programmes pour le bonheur de la population malienne. Satisfaite d'abord parce qu'on a la chance avec le Grand-Duché du Luxembourg d'avoir un partenaire qui comprend les enjeux, qui collabore pleinement. Ensuite, le gouvernement, pour moi, c'est un vrai exemple où tous les acteurs ont travaillé ensemble, même s'il y avait des difficultés, on trouve des solutions en commun. Et grâce à cela, je pense que de nombreux jeunes ont pu être insérés et ont bénéficié de prêts et de subventions. Rappelons que LuxDev a lancé la semaine dernière un programme d'insertion des jeunes qui devra poursuivre les actions déjà en cours au Mali. Concept.diaspora du programme Toukarake et ses banques partenaires approvisionnent des commerçants détaillants des villages de Bendougou et Sangafé. Le premier chargement de riz de 45 tonnes vient d'être réceptionné, suivi de la remise de chèques géants. Le Concept.diaspora veut favoriser le développement des communautés à la base pour une totale inclusion financière, nous dit Boubacar Bablitouri. Le camion qui a quitté Bamako le samedi dernier avec à son bord 45 tonnes de riz pour Bendougou et Sangafé dans la commune rurale de Djakon est arrivé à destination. Comme premier acte, la réception du chargement par le comité de gestion de l'entrepôt communal au profit du comité villageois. C'est donc parti pour la phase approvisionnement des commerçants détaillants. Fruit d'un long processus, l'initiative s'inscrit dans le cadre du concept.diaspora du programme Toukarake en partenariat avec la BESIC Mali. Ce concept va permettre à la population de Bendougou et de Sangafé maintenant de s'autofinancer. Donc à travers les consommations quotidiennes qu'ils font régulièrement à travers les commerces détaillants recensés dans la base. Et nous avons été très surpris de la façon dont au fait, la population a accueilli l'initiative
et la rapidité qui a fait que la population a compris le concept et adhéré. Et nous sommes encore aujourd'hui motivés davantage donc de doubler cette initiative, donc qui va nous permettre maintenant d'entamer notre deuxième phase, donc qui est la phase de permettre aux ressortissants de Djagon de devenir chefs d'entreprise dans leur village d'origine. Comme deuxième acte, la remise des badges au comité villageois qui est chargé de remettre à chaque commerçant détaillant répertorié dans le cadre du concept Point Diaspora. Cette initiative est venue pour le développement de toute la localité de Soroma. Moi-même, je donne l'exemple en prenant une tonne et j'invite les autres à faire autant. Le troisième et dernier acte a été la remise de 3 chèques géants, respectivement 660 000 francs CFA pour Bendougou, 240 000 francs CFA pour Sangafé et 90 000 francs CFA pour l'entrepôt communal. Des montants qui illustrent les bénéfices enregistrés par les villages à travers ce premier stock. Des fonds destinés au projet de développement de ces villages en termes d'électrification, d'approvisionnement en eau, de routes ou encore d'entretien des lieux touristiques, année de la culture oblige. Ici, à Bendougou, on n'avait ni les moyens, ni l'idée de ce programme. À présent, la balle est dans notre camp. Tout le village va adhérer au concept Point Diaspora pour le développement de la localité. M. Sexal n'est pas venu nous distribuer l'argent, mais il est venu nous donner la clé du développement. Sur ces 45 tonnes, je viens de recevoir le point 4. Les secs de remise que vous venez de faire, les bénéfices que le village reçoit et les bénéfices que la commune reçoit. Et le maire d'inviter les 16 autres villages sur les 18 à emboîter le pas de Bendougou et Sangafé en vue d'un développement harmonieux de toute la commune de Djakou. Voilà, développement à la base. L'hivernage s'installe à Tombouctou. Hier, lundi 7 juillet, la ville a enregistré 47 mm de pluie inondant des ruelles et bassins de rétention d'eau. Pas de panique, mais comme on aime le dire, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ainsi qu'une délégation dirigée par le préfet du cercle, composée des autorités communales et la direction régionale de la protection civile, a sillonné quelques lieux pour évaluer et lancer les travaux de leur vidage. Autrement, apporter une solution rapide à cette situation. Retrouvons Nadjim Baba Sissé et Abdoulaye Sissé pour d'autres explications. 47 mm, c'est la quantité de pluie qui s'est abattue sur la ville de Tombouctou ce lundi 7 juillet, occasionnant l'inondation de certaines ruelles, empêchant du coup aux habitants de circuler librement dans leur quartier. Ici, à Belafarandi, la mare Banabangou est à son comble. L'eau a envahi la devanture des maisons. Le préfet, à la tête d'une délégation constituée des responsables de la mairie, de la direction régionale de la protection civile, est venu soutenir pour aspirer l'eau. Une première depuis le début de l'hivernage. Donc après avoir fait l'état des lieux de la ville avec la protection civile, la mairie, nous avions rendu compte au gouverneur de la région qui a mis les moyens adéquats à notre disposition pour faire face vraiment aux familles au carré qui sont inondées. Pour l'heure, il s'agit de vider cette mare avant que d'autres pluies ne viennent s'ajouter à son contenu, car elle est située entre des maisons habitées. On a remercié très bien les gouverneurs qui nous envoient une délégation pour nous assister. Depuis ce matin, ils sont avec nous. Vraiment, on les remercie très bien. La délégation s'est rendue à Belafarandi, puis au secteur Amadou Bélé. Là aussi, les bassins de rétention des eaux sont engloutis. Fort heureusement, dans tous ces lieux visités, pas de dégâts ni de pertes en vies humaines. Toutefois, les responsables de la protection civile prodiguent des conseils à la population. Non, cette année, il va pleuvoir beaucoup. Le constat est déjà là. Surtout avec les mares que nous voyons là. Il faut sensibiliser surtout les enfants d'éviter les eaux, de ne pas surtout rentrer dans l'eau en ce moment. C'est très très risquant. En prélude à la saison pluvieuse, les autorités régionales et leurs partenaires avaient organisé plusieurs ateliers pour doter la région d'un plan de contingence adapté afin de minimiser les dégâts qui pourraient découler des inondations.
Les membres de l'unité d'enquête composée des agents des eaux et forêts et des éco-gardes venus des régions de Mopti, Badjangara, Douanzan, Tombouctou, Gao et du district de Bamako en conclave à Ségou. Ils suivent une formation sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Amidou Diallo, Cheikh Tangara. Les espèces sauvages, plus particulièrement les éléphants, sont menacés, voire en voie de disparition. C'est pour protéger ces espèces que la Direction générale des eaux et forêts renforce les capacités des membres de l'unité d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages. C'est pour outiller les éléments chargés de l'unité d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages, et particulièrement dans la zone du Gourma aujourd'hui, les acteurs de ce milieu sont concernés. Les thématiques qui seront abordées, c'est le mentorat par rapport à l'unité d'enquête, le mandat et le plan opérationnel. Cette formation, DGM Dijar à Ségou, s'inscrit dans le cadre du projet Gestion communautaire des ressources naturelles qui résout les conflits, améliore les moyens de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants. Ce projet est cofinancé par les PNID, le Fonds pour l'environnement mondial et le gouvernement du Mali. Ce projet vise à protéger les éléphants du Gourma dans les sites clés. Et on a 4 composantes qui permettent d'atteindre l'objectif principal. Donc dans ça, nous avons des activités principales. Donc l'éléphant est l'élément clé et dans la zone du Gourma. Compte tenu de l'importance de la dynamique de ce projet à protéger des espèces menacées, comme on le dit, je voudrais inviter les participants et les participantes à être assidus. Prennent part à cette formation de 5 jours plus d'une trentaine d'agents des eaux et forêts et d'éco-gardes venus des régions de Ségou, Mopti, Banyangara, Douanzan, Tombouctou, Gao et du district de Bamako. Et je vous amène au stade municipal de Kidal où notre station régionale clôturait sa semaine culturelle et sportive. La 2e édition 2025 s'est achevée dans la convivialité et la satisfaction de toutes les parties prenantes. Idrissa Djibrila Maïga, Soukalo Doumbia, correspondance. La station régionale ORTM Kidal a mis les petits plats dans les grands. Plusieurs disciplines sont en compétition. Lutte traditionnelle, arts martiaux, pétanque, poésie, chorégraphie, danse culturelle et basketball. Le tout sanctionné par la remise des prix et attestations de reconnaissance sur fond de la fanfare nationale. Merci pour votre mobilisation historique durant cette 2e édition de la semaine culturelle et sportive de l'ORTM Kidal. C'était notre modeste contribution pour le retour des activités sportives et culturelles à Kidal avec un soutien sans faille, sans embâche aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Voilà enfin à la cérémonie de clôture de l'événement majeur de la semaine, qui est la semaine culturelle et sportive ORTM Kidal. Une semaine durant, l'organisateur, les participantes, les participants et les publics, tout le monde s'est mobilisé pour que cet événement soit un succès. Et ça a été effectivement le succès. La semaine culturelle et sportive de l'ORTM Kidal est une référence en 8e région. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour adresser au nom du gouverneur de la région de Kidal mes sincères remerciements et reconnaissances à M. Sidi Elmedi Al-Baka, directeur de la station régionale ORTM Kidal, au général de division Omar Djara, parrain de la présente édition, aux membres de la commission d'organisation, au colonel-major Daouda Sagara et à l'ensemble des chefs d'unité FAMA qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Au regard de tout ce qui a été dit, vu, entendu, tous sont unanimes que la 2e édition de la semaine culturelle et sportive de l'ORTM Kidal a pris la tournure d'un festival.
À la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey, les étudiants et les autorités de la refondation ont célébré ensemble l'an 1 de la création de la Confédération des États du Sahel. Une conférence publique forte en symbole, en réflexion et en engagement citoyen a été organisée par le mouvement M62 et l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Reportage Issa Ousmane Mahama Idrissa Oumarou. À la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey, la soirée a commencé avec émotion. Les hymnes du Niger et de l'AIS ont été entonnés avec fierté. Organisée par le mouvement M62 et l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, cette conférence a rassemblé étudiants, membres du CNSP et du gouvernement et personnalités engagées. Thème du jour, un espace, un peuple, un destin, avec un accent sur la souveraineté et le rôle de la jeunesse dans l'avenir de la région. Nous continuons à réitérer notre engagement strict par rapport à l'accompagnement de la refondation parce que nous sommes pleinement conscients que cette refondation, elle s'est faite pour nous. Parce que ceux qui étudient aujourd'hui, c'est eux qui occuperont les responsabilités au sein de l'État demain. La conférence a aussi permis à des experts comme le philosophe Dr Badi Hima de sensibiliser les jeunes sur les défis du Sahel. Il a insisté sur la connaissance de l'histoire et le rôle actif des jeunes. Ils sont énormes les défis, notamment la crise sécuritaire, les défis économiques. Mais un autre défi majeur reste les réformes politiques et institutionnelles qui vont permettre de consolider la confédération et aller, comme les leaders l'ont dit, vers une fédération. Le mouvement M62, initiateur de plusieurs actions citoyennes, a vu son coordonnateur national, aujourd'hui ministre du Commerce, prendre la parole devant les jeunes. Il a rappelé la naissance de l'AIS et l'importance de la souveraineté choisie par le peuple du Sahel. Ça a été l'occasion, avec l'invitation des étudiants, de commémorer et de célébrer cette date et surtout de rappeler les principes et aussi la vision et le combat que mènent les trois pays. Échanger autour des rôles et des responsabilités historiques et générationnelles qui répondent sur les citoyens. Quant à la matérialisation de cette devise de la Confédération, un espace, un peuple, un destin. Cette conférence a été un véritable cadre d'échange avec des débats francs entre les étudiants et les conférenciers. Malgré la pluie fine, les discussions ont continué. Une preuve de la détermination des autorités de la refondation et des jeunes à construire ensemble un avenir meilleur. Développement des infrastructures, enjeux, défis et engagements patriotiques pour une économie durable. C'est autour de cette problématique que le monde des affaires et l'État burkinabé se sont réunis à Ouagadougou. C'était à la faveur du lancement des concertations sectorielles publiques-privées 2025. Le compte-rendu de l'ouverture des travaux, c'est avec Roger Kam et Issia Kanana. Le développement des infrastructures pour une économie encore plus performante et durable au Burkina Faso. C'est la principale préoccupation au cœur de ce cadre de concertation sectorielle publique-privée 2025. Une rencontre qui traduit surtout l'engagement du gouvernement à faire du secteur privé le véritable moteur de développement économique du Burkina Faso. Le choix de ce thème est fonction également du contexte national, mais également des besoins cruciaux du secteur privé au niveau national. Vous savez que pour un développement du secteur privé, il faut forcément des secteurs, des infrastructures durables, des infrastructures de qualité pour permettre au gouvernement d'accompagner le secteur privé, pour permettre aux structures d'avoir des infrastructures de qualité pour mener à bien leurs différentes activités. Cette concertation regroupe ici des acteurs du sous-groupe commerce, industrie, énergie et mines.
Convaincu de la place combien importante du secteur privé dans le développement du Burkina Faso, la délégation spéciale consulaire entend porter une attention particulière à la question d'infrastructure. Le secteur privé est le pilier de l'économie du Burkina Faso. Et dans ce sens-là, justement, ces rencontres-là qui vont porter sur des thématiques très simples, comme les infrastructures liées effectivement au déplacement et à la conduite de certaines activités, sont d'une importance capitale. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin pour échanger avec le gouvernement et nous, en tant que Chambre de commerce, pour apporter ce pont qui manque entre les deux grandes structures que sont l'État et le secteur privé. La rencontre de Ouagadougou s'ouvre après les concertations régionales tenues du 8 au 22 juin dernier sur l'ensemble des régions du Burkina. Elle vise à examiner les préoccupations n'ayant pas reçu de réponse satisfaisante lors de ces concertations régionales. Cette tribune offre également une fenêtre pour se pencher sur les principales préoccupations spécifiques à chaque secteur d'activité. Il est 20h passé de 44 minutes. Nous sommes presque à la fin de ce journal. Nous retrouverons le reportage de Ben Fofana dans nos éditions de demain concernant la détérioration et la distribution irrégulière de l'eau de robinet dans nos concessions. Toutes nos excuses pour ce léger report. Voilà, c'est tout donc pour ce journal. À très bientôt. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation ainsi qu'à tous nos téléspectateurs de Jafarabe et Massina. Bonsoir à tous.